Bonjour, ici Opakiona Blackwood. Je suis aujourd'hui en compagnie de Claire-Marie pour une interview dans le cadre de l'Attablée de l'ésotérisme qui aura lieu sur la radio du Lotus le lundi 18 décembre à 21h. Claire-Marie, bonjour. Bonjour. Ça va? Ben oui, ça va. Alors, Claire-Marie, tu es chamane, mais pas que. C'est ton occupation principale actuellement? En fait, je travaille toujours encore un petit peu comme psychologue. J'habite à Londres. Voilà, donc je gagne ma vie un petit peu avec les deux fonctions, on va dire. Mais en vérité, quand on est chamane, on ne peut pas vraiment retirer sa casquette. Quand je travaille en tant que psychologue, il y a toujours un travail énergétique qui se fait dans mon écoute des patients. Quelquefois, ça peut même être un peu compliqué, mais bon, c'est à moi de tenir la barre, hein. C'est-à-dire que quand je suis employée dans un hôpital et que je dois prendre des notes pour les patients, par exemple, ça peut être un petit peu compliqué quelquefois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les deux casquettes. Alors, dis-moi, j'ai pas mal de petites questions à te poser pour que les auditeurs apprennent à te connaître un peu mieux avant l'émission. Dans ton art, donc le chamanisme, etc., comment tu te définis? En fait, au départ, quand j'ai commencé à travailler comme psychologue, j'ai été formée par l'Institut d'études à distance qui était dirigé par Toby Nathan il y a une vingtaine d'années, 25 ans à peu près. J'ai un peu perdu le fil. J'avais conscience que la psychologie occidentale n'était pas la seule façon de comprendre nos mots, mais j'étais quand même formée de façon traditionnelle avec des modèles, le freudisme, la systémie, des choses comme ça. Et en fait, quand je travaillais avec mes patients, j'étais un peu vécue par des forces. L'énergie des patients m'habitait après, mais je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et petit à petit, j'ai été amenée à être initiée à la médecine aztèque. Si les gens sont intéressés, ils peuvent lire mon premier livre, Comment je suis devenue chamane, raconte mon histoire en fait. Et en fait, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'expériences un peu complexes comme ça dans l'invisible qu'au bout d'un moment, j'ai eu besoin de m'appeler chamane. Et finalement, m'appeler chamane a donné une forme à ma fonction. Maintenant, quelquefois, j'aimerais ne plus m'appeler chamane, mais en fait, je peux pas parce que c'est ça que je suis, quoi. Enfin, en tous les cas, c'est presque un peu comme une bataille en fait. Des fois, je suis fatiguée, on peut dire, ou j'ai envie juste de m'appeler praticien chamanique ou femme médecine Ouais. Mais en fait, voilà. Oui, je pensais à femme médecine aussi, mais je me suis dit peut-être que c'est trop connoté amérindien et que du coup tu pourrais pas l'utiliser tel que puisque c'est pas ton parcours. C'est pas que c'est trop connoté, en fait, j'aimerais juste m'appeler femme médecine, je pense. C'est que en France, par exemple, je pense que on peut avoir des problèmes si on utilise le terme médecine sans être docteur. Et donc je me dis bon, laisse tomber, je suis chamane, accepte qui tu es. Et d'ailleurs, ça pourrait faire un débat. C'est quoi la différence entre une femme médecine, un chaman? En fait, c'est des mots qu'on utilise. Ouais. Il est un peu galvaudé ce mot en fait. Donc c'est un petit peu pour ça que quelquefois j'ai envie de ne plus l'utiliser tellement il est galvaudé. En fait, je crois que pour moi, un chaman, c'est quelqu'un qui n'a pas de choix, où il est pris par des énergies tellement fortes que s'il ne les canalise pas, il ne les met pas au service, en fait, il tombe malade. Et comme c'est un peu mon cas, ben voilà, je suis chaman et puis voilà. Alors justement, quand et comment t'es venu ton attrait pour tout ce qui touche au monde ésotérique? Eh ben, quand j'ai vécu en Cornouailles, en Grande-Bretagne, dans les Cornouailles anglaises pendant longtemps, j'ai d'abord été initiée au Reiki. Et puis, je dirais même pas que c'est l'intérêt m'est venu, c'est mes expériences complexes avec les patients que je ne savais pas nommer est venu un petit peu me déborder. Et puis, j'ai rencontré une femme médecine aztèque qui m'a initiée. Et dans l'enseignement que j'ai reçu, ça m'a permis de mieux comprendre l'invisible, de mieux manipuler l'invisible. Et du coup, plus je l'ai mieux compris, plus l'invisible s'est invité, en fait. Plus je l'ai manipulé, plus il s'invitait. Quand j'ai commencé à soigner les patients avec des fleurs, du coup, c'est comme si les esprits sont hungry, comment on dit, sont affamés, en fait. Ils ont envie d'être entendus.
qu'on l'écoute, on sent le besoin de l'arbre d'être entendu de cette façon. Donc en fait, si plus on s'ouvre, plus les esprits s'engouffrent. C'est pas toujours une bonne chose d'ailleurs. Donc je sais même pas si c'est mon intérêt pour l'ésotérisme. C'est petit à petit, ma vie m'a mené par là. Et voilà, je fais juste ce que l'invisible me dicte quand je sens que c'est bon ou c'est juste, en fait. Et justement, alors dans ce domaine très très large, hein, parce que l'ésotérisme c'est quand même une appellation assez large, quelle partie t'a attiré en premier? Par quoi tu as commencé exactement? Par ça, en ayant les outils pour le manipuler. Donc, par exemple, en, en travaillant avec la nature et les fleurs, j'ai commencé à ressentir l'invisible de façon plus palpable. Et donc, du coup, j'ai été plus vécue. J'ai vu ce que ça transformait mon rapport avec mes patients, ma façon de comprendre le monde. Donc, c'est pas venu d'un intérêt. J'ai été débordée par l'invisible. En fait, c'est la part de l'ésotérisme, on va dire, même comme tu dis, c'est un mot complexe, c'est celle qui touche au lien avec l'autre et à ce qui peut guérir, puisque c'est mon métier, en fait. Donc, c'est cette partie-là que j'ai commencé à analyser, à essayer de comprendre comment elle impactait sur la relation thérapeutique, sur la façon dont on pense le trauma, la souffrance. Donc, c'est cette partie-là sur laquelle je suis spécialiste. Et en psychologie, si je résume à ma façon de novice, tu guéris, enfin tu soignes l'âme. Et dans le chamanisme, est-ce que tu soignes plutôt le corps? Non, je dirais justement en psychologie, la psychologie occidentale telle qu'elle est pratiquée s'intéresse à la psyché, on va dire, c'est-à-dire donc à la personne, à son conscient et à son inconscient. Son inconscient tel que Freud l'a défini, un inconscient intrapsychique qui existe à l'intérieur du patient. Donc on s'occupe quand même de ses rêves, je suis pas psychanalyste, hein, mais on s'occupe de ce qui est invisible aussi quand on travaille avec un patient. Et quand on dit, enfin toutes les recherches académiques sur la psychothérapie montrent que c'est la relation qui soigne. Donc c'est bien dans le transpersonnel. Mais on pense le patient comme une entité fermée, on va dire, entre lui et lui. On ne pense pas le patient dans sa relation à son âme, dans sa relation à la nature, pas beaucoup, un petit peu dans certains modèles, dans sa relation avec la famille, mais on ne pense pas le patient dans sa relation avec l'inconscient collectif. Jung a fait ça, mais Jung, il n'a pas, la psychologie de Jung, elle n'a pas créé des modèles de pensée occidentale. Donc, moi, quand je soigne un patient, je travaille avec son corps. Quand je ramène l'esprit d'un patient dans son corps, je parle d'esprit en tant qu'énergie de chi attachée au corps, en fait. Et quand je parle d'âme, c'est cette énergie invisible qui, à mon sens, parce que je ne sais pas si j'ai raison, hein, nous relie à la source, nous relie à l'univers. Donc, avec le patient, je travaille avec tout ça, en fait. On travaille à tous les niveaux dans la médecine aztèque que je définis comme une médecine chamanique. On travaille avec le corps, la pensée cognitive, le symbole, le rêve, les histoires, la culture, et avec l'énergie invisible. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as des dons, des capacités, et comment les as-tu découverts finalement? On peut dire qu'on a tous des dons, déjà. Mais oui, je pense que je suis ouverte d'une façon qui me permet de voir, c'est-à-dire d'entrer dans différentes vibrations et de voir l'inconscient collectif et de voir les énergies qui sont attachées à l'histoire des gens. Est-ce que ça, c'est un don? Oui, peut-être c'est un don comme un musicien, on va dire. Il y a des gens qui sont plus sensibles à la musique et on dit qu'ils ont un don pour la musique. Donc oui, on peut dire j'ai un don pour ça. J'aime pas beaucoup me l'approprier. C'est pour ça que j'ai du mal à dire oui, j'ai un don. Mais c'est vrai que je crois que quelque chose me traverse qui est plus grand que moi, que je suis, ou que j'aime pas le terme d'obéi, mais auquel je fais confiance, et du coup, quelque chose s'exprime
à l'intérieur de moi. Et quelquefois, j'ai le sentiment que les gens viennent vers moi et cherchent ce quelque chose, que c'est autre chose. Et du coup, je n'ai pas le choix, mais je dois le donner ou le mettre au service de l'autre puisqu'il me traverse. Et comment je l'ai découvert? Eh ben, un petit peu comme je te disais, c'est-à-dire que d'abord en travaillant avec mes patients et puis après en recevant une formation technique qui m'a appris des techniques concrètes pour manier cet invisible. Et en le maniant, il est devenu plus puissant. Donc, du coup, il m'a encore plus habité. En fait, j'ai été initiée dans la médecine aztèque. Donc, je crois que la médecine aztèque a comme ça ouvert mes chakras, ouvert mon kundalini, ou j'en sais trop rien, et qui m'a rendue sensible d'une certaine façon. Et après, j'apprends avec la nature, avec le bouddhisme, le christianisme, enfin, avec les énergies qu'on nomme comme ça. Mais je ne suis pas une lignée, donc en fait, je suis ouverte et j'essaie de donner sens à cette ouverture. Et dans tes domaines professionnels, autant que personnels, est-ce que tout le monde est au courant de cette partie un peu ésotérique, enfin même pas un peu d'ailleurs? Est-ce que tu le vis de façon publique ou cachée? Est-ce que tu en parles aisément? Oui, j'en parle aisément et c'est tellement... Donc, professionnellement, j'en parle aisément, sauf que, par exemple, en Angleterre, là, je fais du travail avec une agence qui m'envoie des patients qui viennent de compagnies d'assurance, de compagnies médicales privées. Mais dans le fond, sur le email, par exemple, c'est une bonne question, sur le email avec lesquels je communique, il y a mes sites internet où c'est très clair que je suis chamane. Et en fait, ils les reçoivent. Donc, oui, je ne le cache plus, mais quelquefois, j'essaie d'être discrète. Mais comme j'ai quand même développé une personne publique qui officiellement intègre les deux, j'ai plus besoin de le cacher. Dans ma vie personnelle, quand les gens ne me connaissent pas, avant, il y avait un temps, je disais je suis chamane, maintenant, j'essaie de ne pas le dire tout de suite parce que les gens projettent quelque chose. Donc, ça crée un contact énergétique qui me fatigue et j'ai plus envie de ça. Mais quelquefois, c'est tellement envahissant d'être chamane que je vais finir par être obligée de le dire pour expliquer ou pas mon comportement. Hein, je me comporte normalement, mais tout ce que je peux percevoir, quelquefois, c'est pas toujours. J'aimerais pouvoir moins en parler, en fait, je crois. Maintenant, j'ai appris aussi, par exemple, à pas aller voir dans le champ énergétique des gens sans qu'ils me demandent. Donc, je vois forcément un peu comme une chauve-souris. Je vois, mais c'est quelquefois des visions qui empiètent sur ma vie privée. Quelquefois, c'est gênant de trop voir. Ouais. Et dans le temps, j'ai pu utiliser ça. Par exemple, je ne sais pas si j'étais amoureuse d'un homme, j'allais voir. Maintenant, je me réfrène. Mais même si je me réfrène, c'est-à-dire que quelquefois, j'ai pu utiliser mon pouvoir, entre guillemets, mon pouvoir s'alliait avec mes désirs ou mes besoins, et je mélangeais tout. Maintenant, j'ai vraiment appris à beaucoup moins mélanger. Mais ce n'est pas toujours facile. Voilà. Oui, d'autant que ce qui pourrait t'arriver, ou qui t'est peut-être déjà arrivé, mais comme tout médium ou autre, quand ils ont un message qui est considéré urgent par rapport à des forces supérieures qui aident à percevoir un peu tous ces états d'urgence, peut-être qu'il y a des moments, justement, tu es confronté à ça aussi, où tu n'as pas le choix, quoi. Ouais. Alors, en général, si par exemple j'ai un message pour quelqu'un ou je vois quelque chose, bien sûr, je ne le dis pas tout de suite, puis je laisse voir si les esprits ou l'invisible, j'allais être grossière, là, je ne vais pas dire, m'embêtent, c'est-à-dire que ça continue. Ouais. Donc, ça ne part pas, en fait. C'est comme si, du coup, l'information est rentrée dans mon champ. Si c'est, par exemple, quelqu'un que je connais bien ou je sens que c'est possible, je peux dire, est-ce que j'ai vu quelque chose, est-ce que tu veux l'entendre, etc. Si c'est quelqu'un que je connais pas et que je me dis je peux pas, je l'envoie à son âme et je fais une prière pour que ça me laisse, que ça me quitte, l'information me quitte en fait. Et je l'envoie à l'âme de la personne. Mais quelquefois, ça crée des déséquilibres en moi et c'est fatigant. Oui, j'imagine, ouais. Est-ce que tu aurais à nous relater, même en résumé, ta meilleure et ta pire expérience? La pire. En fait, là, comme ça, à blanc, en fait, comme ça, de grandes meilleures, j'en ai pas. J'ai plus c'est plus des petits moments où je peux avoir une vision et puis j'ai
tellement pas, j'aurais tellement pas eu de moyen de recevoir l'information, mais que la vision touche la personne ou va l'aider. Comme ça, j'arrive pas à trouver d'exemple particulier, mais c'est plus des petits moments de bonheur comme ça où on se dit, ça a créé du bonheur en fait, d'être canal. Ça a aidé quelqu'un. Et ça, c'est à la fois, c'est agréable parce que ça me conforte dans le fait que je suis pas folle, quand même, en me disant, j'invente pas. C'est réel ce qui me traverse et ça fait du bien au monde, donc c'est un cadeau, donc c'est du bonheur. En fait, de pire aussi, pareil, j'ai pas d'exemple, mais plus quand quelquefois j'ai été intrusive. C'est intéressant, là, quand tu m'as demandé, tout d'un coup, j'ai eu un sentiment de honte. Et je me souviens, je vais raconter l'histoire, du coup, je me dévie, je vais te la raconter. Okay. C'était il y a longtemps. Donc, quand on est initié dans la médecine aztèque, on reçoit un popoche comitol. Un popoche comitol, c'est comme un petit pot en terre cuite dans lequel on met de l'encens. C'est sacré puisqu'on l'utilise dans les soins. Et j'en ai acheté un très très beau où il y avait l'esprit du feu aztèque, dont j'ai oublié le nom de ce dieu, je l'oublie toujours, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il m'a beaucoup parlé, mais en tous les cas, voilà. Et un jour, je reçois un coup de fil d'une femme qui voulait faire une interview, un film sur le chamanisme, etc. Et en fait, c'est comme si elle avait touché mon ego. Je me suis dit, j'avais envie quelque part d'être filmée. Et puis en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, non, Claire, ne le fais pas. J'ai bataillé. Je me suis dit, si on pourrait peut-être faire, si on fait comme ci, si on fait comme ça, je vais réfléchir, je vais ta. Et en fait, je me suis laissée séduire par l'idée de faire un film sur mon pouvoir, en fait. C'était humain, mais je me suis laissée séduire. Et puis je dis, bon, on se rappelle, etc. Puis je sors de mon cabinet. Je rentre dans ma maison, parce que j'avais un petit cabinet dans mon jardin, c'était il y a très longtemps. Je rentre dans la maison, il y avait ma fille devant l'ordinateur et le popoche comitol. Et je rentre dans le salon et ma fille fait un faux mouvement et le popoche comitol éclate. Il se casse. Et je me suis posée et j'ai compris qu'en fait, j'avais abusé de mon pouvoir puisque j'avais voulu l'utiliser pour moi, pour mon ego, pour être vue à la télé, etc. Et les esprits, tout de suite, j'ai eu la chance que les esprits, tout de suite, finalement, j'avais créé trop d'énergie, où l'énergie s'était attachée à mon ego, et bang, il avait cassé quelque chose. Et c'était une leçon. Cette leçon, elle a été confirmée parce que j'ai rappelé la dame et j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai une amie chamane, ça l'intéressera peut-être. Et en fait, cette amie chamane, elle a fait un film, et 2 ans plus tard, elle m'a dit, ce film, Claire, ne m'a amené que des passions négatives et des mauvaises énergies. C'est un exemple où quelquefois, on peut abuser de son pouvoir, en fait. Ouais. Et là, j'ai eu la chance d'être... en fait, j'ai un peu cette chance que dès que je fais quelque chose de mal, ou si, je sais pas, je fais un mensonge, ou si je suis pas honnête, ou machin, mais il m'arrive tout de suite quelque chose. T'es rappelé à l'ordre. Je suis rappelé à l'ordre immédiatement. Et je me dis, c'est une espèce de chance, je sais pas c'est quoi. Peut-être que si vraiment, quand on s'incarne, on fait des vœux et on fait un vœu pour être clair et aligné, j'ai dû le faire parce que je pourrais pas m'enrichir sur le dos des autres. En fait, j'y arrive pas. Ça veut pas dire que moi, j'ai pas envie. Je suis pas du tout. Je suis normale. Je dis pas que j'ai envie de m'enrichir sur le dos des autres, mais en fait, je peux pas. Point barre. Ouais, je comprends. Alors, j'ai envie de te faire 10 mini-questions pour un portrait qu'on va qualifier chinois par l'appellation. Est-ce que tu es partante? Allons-y. Alors, quels sont tes signes astro? Cancer, les autres, alors, mais j'ai du cancer partout. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, j'y connais rien. Je suis monkey, comme les singes chez les Chinois. Voilà. D'accord, ok. Voilà. C'est un bon signe, ça, chinois. Alors, quel est ton élément? Air, terre, feu, eau? Je suis beaucoup appelée par le feu, mais en fait, je pense que j'ai besoin d'eau et que j'ai beaucoup d'eau dans mon signe. Donc là, je suis plus dans une phase où j'apprends plus de l'eau. En fait, je me rapproche de l'eau. Mais j'ai beaucoup de feu à l'intérieur de moi et c'est avec le feu que je travaille puisque j'ai beaucoup donné à l'énergie du feu et pour la communauté. Et donc, je pense que le feu est un allié. D'accord. Quelle est ta couleur préférée? Bleu, je dirais bleu, un bleu roi, un bleu océan. Ton odeur préférée? Là, ce qui me vient, c'est l'odeur de l'herbe après la pluie. Ah oui, ça c'est magique.
Ton outil ou support préféré dans ta pratique? Alors justement, tu parlais du petit pot, mais est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que c'est les fleurs. C'est travailler avec les fleurs. D'accord. Quelle est ta saison préférée? Ça, c'est dur, hein. Allez, on va dire le printemps. Le moment, si ce moment où, mais ça dure 3 semaines, où la vie reprend le dessus, il y a une espèce de vibration, d'une Ouais. puissance, et puis après, ça s'installe. Mm. Ça rentre dans l'été où ça se pose, mais il y a un moment comme ça dure en général 3 semaines, où l'énergie de la vie est d'une puissance tellement phénoménale et où les fleurs, en plus en Cornouailles par exemple, il y a des talus, enfin, etc. Donc ça, je pense que c'est peut-être un de mes moments préférés dans l'année. Ouais, ça m'étonne pas. Quel est le moment de la journée que tu préfères? Je suis du matin, moi. J'aime beaucoup le matin. Tu regardes le soleil se lever, etc. Là, comme je vis en ville, mais j'aime me lever tôt. Oui, je peux. Par exemple, quand je suis chez mon père en Bourgogne, j'aime me lever très tôt. Je me fais un petit café, je vais voir le soleil. Donc, pour moi, le matin, c'est le moment de la journée mon préféré. Ouais. Ouais, je comprends. Alors, si le génie de la lampe t'accordait 3 souhaits, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Oh là 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 là. D'être plus paisible, de faire encore plus confiance. Oui, de faire encore plus confiance, de ne pas me laisser prendre par mes émotions à ce point-là. Voilà, et être vraiment posé dans la confiance que tout arrive pour une raison, qu'il y a un rythme, et être centré, voilà, être plus centré dans mon être et moins susceptible de me laisser complètement déstabiliser par mes émotions. Ça serait le premier. Le deuxième, d'avoir plus, bon, on est ce qu'on est, hein, mais j'aimerais être plus, savoir mieux manier la matière. Vous voyez, je suis pas très bonne. Alors, dans la matière, je sais pas faire avec l'argent, je sais pas m'occuper des choses concrètes. Je suis un petit peu, allez, bordélique, on va dire. J'aimerais avoir un plus quand j'ai des visions, c'est-à-dire que je suis quand même, je pense, assez magique et un peu, c'est pas puissante, mais dans ce livre, par exemple, là, l'esprit des maladies, c'est juste magique, cette confiance que j'ai eue dans l'invisible. Ben, j'aimerais avoir la même confiance dans la beauté de la matière. Et le troisième, oh là là, là je sèche un petit peu le troisième, que de garder, là c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà, de garder cette espèce de capacité à être traversée par l'amour, en fait. C'est comme si je pense que je suis traversée par l'amour et que j'oublie les autres, mais peut-être un peu moins m'oublier, tiens. Allez, de faire que c'est un peu comme si tout de suite je me déplaçais vers les autres et je donnais tout aux autres. Et là, j'aimerais bien un peu moins m'oublier et faire que, arriver à être encore plus conscient de l'amour qui nous traverse. C'est un peu comme le premier vœu quelque part. Après une séance de travail, est-ce que tu as une méthode fétiche ou rituelique pour reprendre tous tes esprits, pour revenir bien sur terre, bien t'ancrer, etc.? Je ferme les directions. Voilà. Je me pose. C'est pas là où je suis le plus forte dans l'ancrage. Je peux quelquefois, voilà. Donc en fait, je ferme les directions. Je ferme les directions. Je me lave les mains avec de l'eau. Quelquefois, je peux avoir envie de manger dans des séances. Je peux avoir très faim. Donc manger, ça peut être une façon de m'ancrer. Je mange des noisettes ou des choses comme ça. Surtout comme je travaille toujours en ouvrant les directions, je ferme et je remercie. Quand tu parles d'ouvrir et fermer les directions, est-ce que tu réalises un cercle? Comment fais-tu? Ah bah oui, j'ouvre les directions avec les énergies de la roue aztèque, c'est celle qui m'a initiée et je la garde encore. Hein. Donc, j'ouvre d'abord l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, le ciel et la terre. J'appelle les dieux aztèques, quelquefois j'appelle aussi les montagnes de l'Himalaya, etc. Donc j'utilise mon corps, je mets mes cristaux aux 4 directions. À la fin de la séance, donc j'appelle, je dis viens direction de 3 fois pour chaque direction. Et puis à la fin de la séance, je remercie chaque direction, je reprends mes cristaux et je ferme. Ok, c'est intéressant. Tu as un avis sur les soi-disant formations justement européennes sur le chamanisme? J'ai pas d'avis, mais je pense qu'il y a des écoles de chamanisme, celle de Harner ou celle en France, qui sont très bien pensées, où il y a vraiment une idée de mettre à disposition
les outils chamaniques. Et d'ailleurs, il y a des praticiens qui se disent, moi, je suis praticien chamanique, c'est-à-dire que j'utilise des outils. Et pourquoi pas, puisque ces outils permettent aux gens de mieux apprendre à se connecter à la nature, de mieux apprendre à se connecter à l'invisible, et où ces écoles qui durent 3-4 ans, les gens doivent... C'est comme des écoles de psychothérapie, quoi. Et donc, je pense que c'est des écoles sérieuses qui permettent, au contraire, on pourrait dire, peut-être que ces écoles ne sont pas assez développées parce qu'elles pourraient permettre qu'il y ait moins de tout et n'importe quoi, quoi. Et que les gens soient supervisés par des praticiens chamaniques, etc. Donc, je pense que c'est pas hasard si pendant des siècles, les énergies des médecines originelles sont restées cachées et qu'elles se sont ouvertes au monde. C'est parce que on doit, nous, en Occident, apprendre à les intégrer avec nos méthodes. Et j'espère que quelque part, c'est ça que je représente dans mon travail. C'est l'idée qu'on peut s'enrichir mutuellement. Voilà. Alors, ton premier livre est paru chez Fayard. Oui. Le second en juin 2023 chez Trédaniel. Oui. Donc, L'esprit des maladies. Et le premier, c'est Comment je suis devenue chamane, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu as d'autres projets à venir, que ce soit de l'écriture, des ateliers Là, oui, j'ai des ateliers un peu au mois d'octobre, j'ai pas mal d'ateliers. Les gens peuvent aller sur mon site claire-marie.eu pour voir mes activités. Je vais voir, en fait, j'ai envie de voir qu'est-ce qui émerge de le livre. Là, il y a un article qui sort dans Inexploré le 22 septembre. Je vais passer, on ne vous demande pas d'y croire. Donc, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Donc, je pense que le livre va circuler. Et comme pour moi, c'est une idée de co-création, j'ai envie de voir qu'est-ce qui émerge, quel professionnel va me recontacter, et après j'aurai des ateliers l'année prochaine. J'en ai un particulièrement que je suis en train de créer là, pour essayer de penser les substances différemment au mois de juillet, donc de s'adresser à l'esprit des substances et de travailler avec des professionnels, avec des gens qui se sentent peut-être pris par des substances, ou avec des gens qui ont été pris par des substances, pour essayer vraiment d'aller parler à l'esprit des substances et de déconstruire les histoires qui font qu'on parle, cette personne, elle a toujours comme ça, voilà, elle est alcoolique, on va aller penser l'esprit du vin différemment. Et donc ça, c'est quand même ça, c'est un projet assez puissant. Et pour le reste, j'attends de voir. Oui, j'ai une nouvelle idée de livre, mais en fait, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que ce livre m'a pris 6 ans de ma vie. C'est comme si j'avais ouvert quelque chose qui m'avait dépassée. J'ai tout donné pour ce livre, j'ai quitté ma maison, mon pays, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré, j'ai beaucoup donné. Et là, je commence à me centrer dans mon corps, je le laisse partir, il va vivre chez les gens. Et il y a une beauté qui naît de ce livre. Je pense que la maquette que Trédaniel a fait est magnifique. J'ai été soutenue par Sandrine Navarro qui m'a aidée à éditer ce livre, et elle a ajouté quelque chose de très puissant à ce livre, cette femme, donc je voudrais vraiment l'honorer. Mais c'était une telle aventure. Là, quand je pense à mon nouveau sujet et que j'ai envie de m'y mettre, j'ai l'impression que ça va encore ouvrir quelque chose, et j'en ai un peu peur. Donc, oui, j'ai de nouveau envie d'écrire, le besoin d'écrire, mais en même temps, donc je me dis, fais confiance à ce qui va sortir de la toile des maladies, de ton rapport avec les gens, et peut-être il va sortir une nouvelle histoire de ce livre-là, comme pas une partie 2, mais qu'en fait, c'est ce que je vais vivre à travers le livre qui va partir dans le monde, qui va m'inspirer pour mon prochain, et ça sera peut-être contenu plutôt que d'être seule, parce qu'en fait, j'étais quand même très seule de façon humaine avec l'esprit des maladies, et là, j'ai plus envie d'être seule. Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Est-ce que pas tellement. Non, pas tellement. D'accord. Je sais pas faire, c'est pas mon truc. Alors j'ai envie d'essayer d'apprendre à accepter cette lumière, mais il y a quelque chose aussi de ma vie privée où je donne. J'ai l'impression déjà que mon champ énergétique est tellement là dans le monde. Je crois que j'ai un peu peur de m'ouvrir encore plus. Donc je suis un peu partagée, quoi. J'ai envie d'apprendre à mieux l'être, et en même temps,
je pense qu'il faut que je trouve, là il m'est arrivé il y a quelques jours une dame en Angleterre qui a envie d'apprendre de mon art et qui va m'aider sur mes réseaux sociaux en Angleterre, mais je crois que là ça va bien se passer parce que elle veut quelque chose énergétiquement de moi, elle a besoin de recevoir quelque chose de Claire-Marie, et donc on va faire un échange qui va couler. Mais j'ai pas encore trouvé cette personne en France, et du coup j'ai pas envie d'embaucher quelqu'un. Parce que pour moi, aller sur les réseaux sociaux, c'est pas pour gagner plus d'argent, c'est pour partager ce que j'ai à partager. Donc, il faut la bonne personne, en fait. J'ai pas trouvé, la personne s'est pas présentée encore. Et un jour, quelqu'un va se présenter qui va m'aider à aller parler de Claire-Marie d'une façon qui n'est pas pour que j'ai plus de workshops, pour gagner ma vie, d'une façon qui dépend pas de moi, en fait. Voilà. Je comprends. Bah écoute, Claire-Marie, c'est déjà bien pour les auditeurs de cet enregistrement pour te connaître avant l'émission du 18 décembre. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Oui, j'ai envie de parler de Michael, c'est ça, le monsieur qui a fondé la radio? C'est ça, Michael. Parce que comme j'ai proposé d'enregistrer pour lui quelques chapitres, je ne l'ai pas encore fait, hein, mais oui. Du coup, ça m'a fait penser qu'en fait, faire ça pour Michael, ça serait un cadeau pour moi. En fait, quand on voit à l'intérieur de soi. Et par exemple, à la fois, on voit le monde, mais en fait, il est à l'intérieur de nous, ce monde. Et quelquefois, quand je fais des séances énergétiques et je fais sur Zoom, j'éteins la caméra. Et en fait, c'est comme si j'avais l'impression, quand on ne se voyait pas, ce qu'on voyait à l'intérieur de soi était encore plus puissant. Donc, il y a quelque chose dans ces réseaux sociaux, les images, il y a quelque chose d'une surenrichir des images qui nous sort de notre être. Et en fait, voilà, j'ai compris que peut-être c'est ça que je voulais juste ajouter, en fait, même si on sort et qu'on va voir, c'est à l'intérieur de nous qu'on voit. Et que nous, l'intérieur de nous, il est à l'extérieur. Et que c'est ça qu'on oublie, en fait. Et que donc, en parlant sur cette radio créée par un personnage aveugle, ça m'a réappris ça, l'importance de ça. Et du coup, la méfiance pour moi des réseaux sociaux et l'importance de rester à l'intérieur de soi aussi. Ouais, bah écoute, on fait un gros bisou à Michael et je pense qu'il sera content que tu lui lises une partie de ton livre. Voilà. Eh ben écoute, on a hâte de l'émission du 18 décembre à 21h sur la radio du Lotus. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite.